Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce débat exceptionnel, ce débat spécial enregistré ce dimanche après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion du 21e Maghreb des livres. C'est une manifestation qui attire un monde fou. La Tunisie est à l'honneur cette année. Nous avons choisi un débat d'actualité, c'est le débat sur le terrorisme, les intellectuels maghrébins face au terrorisme, face à l'islamisme. On a compris maintenant que ces intellectuels sont des cibles de choix pour les djihadistes, pour les islamistes. Ce n'est pas d'hier. L'Algérie a traversé 15 ans de guerre civile, donc elle a déjà été confrontée à la question. Maintenant, c'est un terrorisme qui s'est mondialisé. Depuis le 7 janvier, nous savons que nous sommes tous potentiellement devenus des cibles. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est donner la parole aux intellectuels maghrébins dont on dit souvent, dont certains, même parmi eux, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'ils ne s'expriment pas suffisamment. Il y a de la peur, pour certains il peut y avoir de l'indifférence, mais il y a surtout de la peur, évidemment, et une mise en retrait, qui est dénoncée d'ailleurs par Boualem Sansal, qui est présent dans ce salon. Et je voulais poser la question avec eux. Alors je vous présente les invités. Sophie Bessis, bonjour. Vous êtes historienne, journaliste. Votre livre qui est présenté ici, c'est La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. C'est publié aux éditions de La Découverte. Fouad Laroui, bonjour. Je précise, Sophie Bessis, que vous vivez à Paris. Vous êtes entre Paris et Tunis. Hein. Je suis entre Paris et Tunis, Voilà. effectivement. Fouad Laroui, vous êtes entre la France et les Pays-Bas. Et vous êtes romancier. Votre dernier livre s'appelle Les tribulations du dernier Sigil Massi. On est dans une problématique qui n'est pas très loin. C'est l'histoire d'un homme qui décide d'abandonner son mode de vie occidentalisé. Et de revenir aux sources. Voilà, pour revenir aux sources. Mais il y a quelques années, vous aviez publié un livre que j'ai aussi ici, De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux. Voilà. À ma gauche, Fatih Ben Slema, qui est psychanalyste. Le titre de votre livre qui est absolument passionnant, c'est La guerre des subjectivités en islam. C'est un recueil de plusieurs textes en fait. Guerre de subjectivité, c'est bien effectivement de cela dont il s'agit. Et puis Edouard Ben Malek, vous êtes écrivain algérien. Votre dernier roman s'appelle Tu ne mourras plus demain. Vous aussi, comme Kamel Daoud, qui devait participer à ce débat, avez été victime d'une fatwa lorsque vous viviez en Algérie. Et vous avez décidé de quitter l'Algérie. Vous vivez maintenant à Paris. Je remarque ici que aucun de vous, malgré vos qualités importantes, aucun de vous ne vit en permanence dans un pays du Maghreb. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce type de position si on vit en Algérie, si on vit en Tunisie ou si on vit au Maroc? Vous savez, je pense que vivre en Algérie impose, vivre en Algérie, vivre en Syrie, vivre en Irak impose évidemment des réactions de prudence élémentaires, je veux dire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle, a payé le prix fort. Je veux dire, beaucoup d'intellectuels sont morts. On oublie qu'il y a eu plus de 200 000 morts en Algérie, dont plus d'une centaine de journalistes, beaucoup d'intellectuels, etc. Donc l'Algérien intellectuel, quand il parle, il sait le poids des mots. Ces mots-là peuvent lui valoir d'être tué, etc., etc. Et il faut remarquer qu'il y a eu peu de solidarité de la part de l'environnement, des autres pays, etc., etc. Donc, en même temps, bon, ce qui s'est passé en Algérie. Évidemment, on voit aussi une continuation en France avec l'attentat contre les journalistes. On le voit malheureusement dans une ampleur extraordinaire avec Boko Haram et Daesh, etc. Je pense que maintenant, être intellectuel, quel que soit le pays où vous êtes, vous met en danger et que donc maintenant, il faut assumer sa responsabilité. Sa responsabilité est de dire que l'islamisme et le terrorisme islamique, en fait, est un des ennemis principaux du monde arabe, du monde musulman et aussi du monde occidental pris dans sa globalité. Je voudrais simplement citer une phrase issue d'une des tribunes de Kamel Daoud. On ne peut pas dire qu'il manque de courage. Hein. On ne peut pas dire que ce soit un intellectuel qui manque de courage. Mais voici ce qu'il dit dans une de ses dernières chroniques. Il dit « J'aurais voulu être bolivien parce que parler en France pour un Algérien est difficile. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine réticence de la part d'un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui à parler sur les médias français. Parler en France est difficile. Règle numéro 1, dit-il, on ne dit pas en France ce qu'on dit entre nous sur l'Algérie. Règle numéro 2, notre âne est meilleur que leur cheval. » Kamel Daoud a beaucoup d'humour, je veux dire.
Mais bon, l'humour déplaît beaucoup aux ennemis de la liberté d'expression. Je veux dire, l'humour est considéré comme une insulte profonde. Je veux dire. Et en même temps, il faut garder cette liberté de dire ce qu'on pense, parce qu'on l'a gagné, en Algérie en tout cas, on l'a gagné durement. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, malgré tout, le discours reste libre, dans une certaine mesure, je veux dire. Ce que nous considérons comme une liberté d'expression en Algérie, ici peut être considéré comme quelque chose de modeste. Et le changement est extraordinaire. Par exemple, le mot laïcité peut être considéré par certains milieux comme étant une provocation insoutenable. On va y venir au sujet de la laïcité tout de suite. Je veux qu'on reste d'abord sur la perception globale de la liberté d'expression. Fouad Laroui, votre avis, vous avez dit, vous êtes entre Paris, les Pays-Bas. C'était un choix, l'exil aussi pour vous? Je ne parlerai pas d'exil, c'est plutôt un choix personnel d'aller vivre à Amsterdam. Je pourrais vivre au Maroc sans problème. On peut vivre en tant qu'intellectuel au Maroc, on peut dire beaucoup de choses. Le problème, c'est toujours les imams. Il y a toujours un imam dans son coin, un imam fou, un imam meurtrier qui peut prononcer une fatwa. On sait que ça n'a aucune importance au fond, mais ça peut devenir dangereux. Il y a encore récemment, la semaine dernière, il y a un penseur marocain, un intellectuel laïque qui a été l'objet d'une fatwa. Bon, il faut vivre avec. Sophie Bessis. Moi, je crois que c'est très important de pointer aussi la responsabilité des gouvernements non islamistes ou anti-islamistes dans cette rétraction de la liberté d'expression. Je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Vous pensez qu'on demande trop aux intellectuels maghrébins? Non, pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tous les pouvoirs dans le monde arabe instrumentalisent l'islam et le discours radical à leur profit. Et qu'aucun pouvoir n'offre aux populations un discours structuré, alternatif au discours de l'islam radical. Quelques exemples. Après Charlie, le chef de l'État mauritanien, il y a à peu près une semaine, a condamné les caricatures dans Charlie et a prononcé la phrase suivante que je cite pratiquement avec des guillemets. Pour nous, l'islam est plus important que la démocratie et la liberté. Vous pouvez garder votre démocratie et votre liberté. Et un Mauritanien, pour insulte à l'islam, a été condamné à mort tout à fait récemment par un gouvernement qui, par ailleurs, combat les islamistes. C'est pas très loin de ce qui est dit dans la dernière vidéo de l'État islamique. Hein. En Égypte, votre religion, c'est la démocratie. Nous, on en a une autre. En Égypte, le maréchal Sissi, qui a déclaré hors la loi le mouvement des frères musulmans, a dit il y a quelques mois que la lutte contre l'athéisme était une priorité du pouvoir égyptien. Vous entendez bien, là également, je cite. Il dit aussi qu'il faut révolutionner l'islam. Bien entendu. Mais comment voulez-vous que des paroles de liberté puissent émerger quand les pouvoirs, et je parle bien des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs islamistes et qui sont même des pouvoirs anti-islamistes, ont une révérence vis-à-vis de l'islam institué et flirtent avec le discours radical parce que, en fait, leur peur la plus importante est la peur de la liberté davantage que la peur de l'islam. Et ça, je crois que c'est très important à prendre en compte. Fouad Laroui, vous êtes... Je suis d'accord, bien sûr, avec l'analyse que fait Madame Bessis, mais il y a quand même une différence entre les proclamations, par exemple, de Sissi et ce qu'on fait réellement sur le terrain. Vous savez comme moi que si un dirigeant arabe arrivait à la radio en disant « je suis athée, je suis agnostique », c'est impossible. Donc il est bien obligé, d'une certaine façon, de ruser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le résultat sur le terrain. Il peut proclamer ce qu'il veut à la télévision. Même un dictateur comme Bachar al-Assad, au moins, on pouvait être ce qu'on voulait. On avait la liberté de conscience. On pouvait être chrétien. Pas de conscience. De conscience, c'est-à-dire on a le droit de penser ce qu'on veut. Pas dire. Donc, il faut faire quand même la différence entre ceux qui suivent leur peuple, parce que les peuples sont profondément conservateurs dans les pays arabes. C'est ça le vrai problème. Et donc, ils suivent leur peuple par les paroles, mais ils installent un régime où on a le droit quand même au moins de penser ce qu'on veut. Et ça, c'est une différence avec, par exemple, le Mauritanien qui, en fait, lui, effectivement, ce n'est pas seulement les paroles, mais aussi les actes qui suivent. Je vous rappelle juste encore une chose, que après la révolution tunisienne, 2 jeunes gens ont été condamnés à 7 ans et demi de prison
pour insulte à l'islam parce qu'ils avaient tenu sur leur blog ou sur leur page Facebook des propos irrévérencieux vis-à-vis du prophète. Donc je crois que les intellectuels dans le monde arabe aujourd'hui ont à se battre sur deux fronts. Et se battre sur deux fronts, c'est très difficile. Contre l'islam radical, contre l'islam politique et à la fois contre les pouvoirs qui n'ont pas de position claire et qui n'instituent pas, si vous voulez, de terrain qui puisse permettre de construire des discours alternatifs. Et donc les discours alternatifs et peut-être aussi de faire... sont des discours solitaires. Peut-être aussi, doivent-ils aussi faire face à un reproche qu'on peut leur faire d'être trop occidentalisés, de pactiser un peu avec les anciennes puissances coloniales, etc. Non, mais ça Est-ce qu'on n'est pas au cœur de cette problématique des guerres de subjectivité là? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une guerre civile à l'intérieur du monde musulman qui fait rage depuis 40 ans au moins et qui franchit de plus en plus des étapes très importantes. Mais moi, je pense que le plus scandaleux, c'est de dire des intellectuels occidentalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un monde... On va dire athée, par exemple, puisqu'on a bien compris que se dire libre penseur, se dire même favorable à une certaine liberté de blasphème, c'est quelque chose qui est très difficile à dire dans un pays arabe. Il y a des choses qui sont, par exemple, ce qu'on appelle... voire impossible, quand je dis très difficile. Oui, la liberté de conscience. C'est même un délit dans certains pays. La liberté de conscience, qui est vraiment un principe qui existe d'ailleurs d'une manière sporadique à l'intérieur du texte coranique lui-même, puisqu'il est dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Bon, comme le dit Sophie, les États, sauf quelques exceptions, peut-être en Tunisie aujourd'hui, la liberté de conscience est reconnue dans la Constitution, eh bien, ils ne profitent pas des aspects qui peuvent offrir un fil pour ouvrir aux libertés qui existe. Je ne dis pas qu'il y a la liberté de conscience en tant que telle dans le texte coranique ou dans l'islam, mais ils pourraient dérouler quelque chose à partir de là sans se renier, mais ils ne le font pas. Et tant que le principe de la liberté de conscience n'est pas affirmé en tant que principe sacré, aussi sacré que la vie, et que chaque fois qu'il y a un imam sporadique qui se lève pour condamner, faire une fatwa, on considère comme un acte pénalisable, ou d'ailleurs l'appel au djihad, c'est la même chose, appeler au djihad. Avant, ça relevait d'une autorité d'appeler au djihad. En fait, on parle de l'institution religieuse de l'islam, mais elle est dans un état aujourd'hui de décomposition, précisément. Elle s'est radicalisée, bien sûr, mais elle n'a plus cette autorité-là qu'elle avait avant. Maintenant, n'importe qui peut s'improviser imam, n'importe qui peut faire une fatwa, n'importe qui peut appeler à tuer. Et on regarde, mais y compris dans les pays occidentaux. Il y a des choses qui ne sont pas... Je veux dire, c'est quand même quand quelqu'un appelle au djihad, il appelle à la guerre, tout simplement. Je vais encore citer Kamel Daoud, j'aime pas trop citer les absents, mais je vais quand même le citer sur la difficulté, effectivement, d'être un intellectuel arabe aujourd'hui. Il dit c'est une lente agonie. Les attentats ont presque... Il parle des attentats ici. Les attentats ont presque toujours votre nom ou votre prénom. Juste un bémol, un intellectuel du monde arabe. Tous les intellectuels du monde arabe ne sont pas des intellectuels arabes. Première chose, moi je voudrais prolonger un peu ce qu'a dit Fethi sur deux choses. D'abord, dans l'islam institué, quelles que soient les modalités de son institution, dans l'islam institué, on combat aujourd'hui Daesh avec le même logiciel. Il y a une semaine ou un peu plus, le Cheikh de l'Azhar, la plus grande autorité de l'islam sunnite, l'université Al-Azhar du Caire, a dit que les dirigeants et les combattants de Daesh méritaient l'amputation, la crucifixion pour être en dehors des clous de son islam. C'est exactement le même logiciel que Daesh. Et ça, tant que les autorités de l'islam instituées ne changeront pas de logiciel, c'est très important. Est-ce que c'est ce logiciel-là, puisqu'on ne peut pas dire que ce sont des islamistes, est-ce que c'est ce logiciel de l'islam qui a un problème? Ça revient à poser la question de savoir si c'est pas l'islamisme et le terrorisme et le djihadisme, il n'y a pas une filiation avec l'islam, avec le Coran. L'islam a changé depuis 40 ans. Je ne veux pas dire pour autant qu'il y a 40 ans, l'islam était une religion progressiste, laïque et acceptant l'athéisme. Mais sous l'œil complice du monde entier, dirais-je, et ça c'est encore quelque chose qu'il faut étudier,
l'islam a été profondément wahhabisé depuis le début des années 70. Et que donc, le logiciel de l'islam wahhabite n'est pas le logiciel, dirais-je, de l'islam anti-wahhabite. Et voilà une secte radicale dans l'islam, marginale dans l'islam sunnite jusqu'aux années 70, qui est devenue la modalité dominante, hégémonique de l'islam sunnite contemporain. Y compris dans les pays du Maghreb qui n'avaient absolument rien à voir Il y a une wahhabisation incontestable. Il y a quand même j'allais dire un bal des menteurs dans cette situation actuelle. Par exemple, on parle de liberté d'expression. Prenez le cas de l'Arabie Saoudite. Il y a un blogueur qui est condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet. Ça devrait soulever l'indignation internationale. Or, le roi d'Arabie Saoudite meurt et tout le Gotha international se précipite. Bah oui. Obama en premier lieu. Bah oui. Je veux dire que là, devant un danger aussi important, on a beau jeu de dénoncer évidemment le comportement indigne des dirigeants arabes. Je veux dire, dirigeants algériens, marocains, tunisiens, enfin, tous ces dirigeants-là qui n'ont pas de mots devant, par exemple, ce qui se passe, par exemple, en Syrie, en Irak avec Daesh, ou, encore plus terrible, probablement, ce qui se passe avec Boko Haram. Moi, j'ai compté, et ce bal des menteurs, il a lieu même, par exemple, dans un pays comme la France. J'ai compté, montre en main, le jour, par exemple, du massacre des 2000 à 3000 personnes par Boko Haram, le temps consacré par une grande radio nationale en France, 40 secondes. 40 secondes pour un massacre de près de 3000 personnes. En réalité, il n'y a pas de mobilisation internationale. On n'a pas pris conscience du danger. Et puis, l'essentiel du danger, il faut le dire, touche le tiers-monde. Ce qui fait qu'il y a une espèce on se dit, si on peut faire une politique de containment, c'est-à-dire faire en sorte que le danger ne dépasse pas, alors la situation est merci, on va marquer une pause. C'est acceptable. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce débat, enregistré ici au Maghreb des Livres. Et je vous demanderai de vous positionner par rapport à cette... je ne vais pas dire une idée reçue, mais enfin cette prise de position qu'on entend ici ou là, de dire c'est d'abord aux musulmans, c'est d'abord aux arabes de se prononcer et de réformer leur propre société. On a entendu ça au moment notamment de la manifestation du 11 janvier et on a été un peu déçus. On se retrouve après un bref rappel de l'actualité ici à l'Hôtel de Ville de Paris. À tout de suite.